L'odeur de cadavre brûlé, ça marque à vie. Les agents de police sur la scène notent la plaque d'immatriculation et le numéro de châssis du véhicule. Et ils découvrent qui est le propriétaire du véhicule. Le numéro de châssis nous donne un nom. Robbie Bott. Selon ses papiers, Robbie Bott n'habite pas à Indianapolis, mais dans le comté de Morgan. Donc, ça relève d'une autre juridiction. La première question, c'est que s'est-il passé? Pourquoi ici et comment le véhicule se retrouve à plus de 15 km de la maison de Robbie Bott? Et pourquoi il y a un corps dans le coffre? L'étape suivante est de découvrir la véritable identité de la personne dans le coffre. Si ce n'est pas M. Bott, qui est-ce? Si c'est bien lui, qui peut lui en vouloir autant pour en arriver là? Vers 9 h, je quitte la scène de la voiture et j'arrive à la maison de Robbie Bott. Des policiers essayent de voir si la maison est occupée, mais aucune réponse. Ils passent donc par derrière et ils voient que la porte n'est pas fermée. Aucun signe d'effraction sur la porte, pas de traces. Ils rentrent à l'intérieur et découvrent la maison saccagée. À ce moment, un avis de recherche est déclaré depuis la maison de Robbie Bott. Il y a du verre, il y a des objets cassés et des meubles renversés. Peut-être un cambriolage qui a mal tourné et le propriétaire s'est défendu. Il y a des taches de sang dans la cuisine, des bouts de corde. Il y a un préservatif près du lit. On suppose donc que plusieurs personnes étaient présentes. La police a le corps d'un inconnu dans le coffre d'une voiture et une maison saccagée. Ils ont maintenant la preuve que le crime a peut-être également une composante sexuelle. La situation devient de plus en plus explosive. On relève des empreintes un peu partout. On trouve des empreintes sur l'arrière de la poignée du réfrigérateur. Mais la plupart de la maison a été nettoyée à l'aide de ce qui semble être un tissu humide. Ils trouvent des traces autour de toutes les poignées de porte de la maison, ce qui indique une chose, que quelqu'un est venu avant la police pour essayer d'effacer les traces de leur présence. Le lendemain matin, le 13 septembre, le pathologiste confirme que c'est bien M. Bott dans le coffre. Il nous informe aussi que M. Bott s'est fait tirer dessus et qu'il y a des signes d'étranglement. Quelqu'un voulait s'assurer de son silence. Selon le rapport d'autopsie, il n'y a pas de suie dans les poumons de M. Bott. Avec ça, on sait que M. Bott n'est pas mort dans le coffre. L'incendie ne servait qu'à effacer les preuves. Robbie Bott est mécanicien dans l'aviation. On arrive à contacter les parents de M. Bott dans l'Illinois. On doit confirmer que c'est leur fils Robbie qui est mort. Ce n'est pas facile à annoncer, surtout avec les circonstances. Ils acceptent de venir dans l'Indiana, chez Robbie Bott. Ses parents sont appelés par le bureau du shérif afin de savoir si l'état de la maison est normal. Pourquoi a-t-il laissé des câbles par terre? Pourquoi y a-t-il des choses coupées par terre? Non, il ne fait jamais ça. Comme vous pouvez l'imaginer, travailler sur des avions demande beaucoup de minutie, même avec les outils. Et c'est la même chose pour sa maison, donc elle est très propre et bien rangée. On fouille la maison avec la famille une fois la scène complètement examinée. Ils nous disent que des objets manquent. 3 miroirs qui se trouvaient dans le salon, ainsi qu'un aspirateur. Le bureau du shérif quadrille la zone du voisinage de Robbie Bott en demandant aux voisins s'ils ont vu quoi que ce soit de suspect durant les derniers jours. Un voisin leur répond qu'il a aperçu une voiture qu'il n'avait jamais vue avant, garée devant la maison avec des personnes transportant des objets. Ils n'obtiennent pas de description claire des personnes ou des objets, mais ça colle avec les découvertes des enquêteurs. Maintenant, les questions sont comment? Comment est-ce arrivé? Combien de personnes sont impliquées? Il y a beaucoup d'inconnus pour le moment dans l'enquête.
Les enquêteurs pensent que Bott a été enlevé et amené à Speedway. Le 14, les chaînes d'information couvrent l'enquête. Je vous demande simplement de nous apporter l'aide dont on a besoin. Ce n'est pas quelque chose de courant dans la petite ville de Speedway. Le shérif et l'adjoint du chef font un communiqué de presse. Un individu du comté de Morgan vient d'être retrouvé mort dans le coffre d'une voiture dans un comté voisin et demande à quiconque possédant des informations de les contacter. On reçoit plusieurs appels de personnes déclarant avoir vu la voiture à un certain endroit, à une certaine heure, mais ça n'amène nulle part. On connaît l'heure du crime, mais personne n'a rien vu. Le 13 septembre, je me souviens avoir entendu aux informations qu'une voiture avait pris feu sur la route numéro 67, avec un corps dans le coffre. J'y ai pas prêté attention. Quelques jours plus tard, on nettoie la propriété qui appartient à ma famille depuis 40 ou 50 ans, parce que je veux la mettre à louer pour la première course de Formule 1. On serait à 3 km du circuit. Certains des travailleurs sont en train de jeter des déchets quand ils trouvent un portefeuille. Je fouille le portefeuille et je trouve des cartes de crédit, la carte d'employé de Robbie Bott et son permis de conduire. J'ai travaillé dans la police pendant environ 19 ans. Et donc, j'appelle un ami qui est toujours policier. Je lui demande de rechercher l'adresse et le nom de la personne pour que j'obtienne son numéro de téléphone pour lui dire que j'ai son portefeuille. Et juste après avoir dit son nom, mon ami me dit « Tu peux répéter le nom ?» Je le fais et il me dit « Fais sortir tout le monde, c'est une scène de crime. » Le 14 septembre, on m'appelle et on me demande si je travaille sur le meurtre de Robbie Bott. Je réponds oui. Tu dois aller à Speedway dans l'Indiana, ils ont son permis. On a donc désormais 3 scènes de crime. Il y a la voiture, la maison de Robbie Bott, et on a cette maison à Speedway. On s'y rend immédiatement. La police de Speedway est arrivée avec le département du shérif. Je me suis dit, ça va être dur de vendre la maison après ça. On arrive à la propriété et M. Sherfick, le propriétaire, explique à la police sur les lieux que les locataires à ce moment-là étaient Tess McFarland et Joshua Maxwell. En septembre 2000, j'embauche Josh pour venir et travailler pour moi, pour jeter tout ce qui appartient à ma grand-mère. Je connais Josh par ma mère. Sa mère et la mienne sont amies depuis longtemps et ma mère veut l'aider et elle me demande de lui donner du travail. Il sort de prison et il a besoin qu'on l'aide. C'est ma mère et je veux bien aider quand ma mère me le demande. Donc je le fais. Josh et Tess s'installent ensemble. Ils ont un enfant en bas âge, et je leur permets de rester vivre dans la propriété pendant qu'ils travaillent pour moi. Josh a une véritable attitude de dur à cuire. Il est clairement arrogant et borné. Ça bosse dur, mec. On en est là. Il ne m'intimide pas, mais je pense qu'il est évident qu'entre lui et Tessie, c'est clairement lui le chef. Elle n'est pas grande. Et il est plutôt musclé comme mec. Et c'est clair qu'il a de la force. Tu veux me faire culpabiliser? Ouais, carrément. De ce que je me souviens de Tess et de sa façon d'être, elle était prête à utiliser son corps pour manipuler les hommes et les attirer vers elle. Parfois, je leur rends visite et je vois leur enfant qui se promène avec une couche sale. Ils n'ont pas assez d'argent pour acheter des couches, donc je vais au supermarché pour leur en acheter. Josh et Tess vivent dans cette maison pendant 3 ou 4 semaines jusqu'à ce que Josh endommage une partie du travail déjà fait. Je m'énerve contre lui et je lui demande de me rembourser pour les matériaux utilisés. C'est pas une grosse somme. Et puis le matin du 12 septembre, ils étaient plus là. Leurs affaires n'étaient plus là. Et l'enfant, je pense que l'enfant était avec la mère de Josh, pas celle de Tess.
Lorsqu'on entre, il apparaît que quelqu'un voulait nettoyer la scène de crime en aspergeant d'acide chlorhydrique et d'eau de javel l'escalier afin de retirer les taches de sang. L'odeur est encore très présente. L'odeur de javel est forte et elle me prend au nez. Ils ont aussi aspergé le sous-sol de javel pour essayer d'effacer les preuves. Il semble que quelque chose a été transporté dans les escaliers, ce qui a laissé des traces de sang qu'ils ont aspergées d'acide. Ils essayaient de détruire toutes les traces d'ADN de leur passage. Lorsqu'on arrive dans le sous-sol, on trouve une armoire en bois posée sur le sol. Pour tout vous dire, ça ressemblait beaucoup à un cercueil de l'époque du Moyen-Âge. Il n'y a aucun accès pour la lumière. L'armoire est en bois très rugueux et le bois est éclaté à certains endroits. Il y a de la ficelle et des câbles au niveau de la fermeture pour pouvoir enfermer quelqu'un dedans. Ils l'ont ligoté, l'ont mis dans l'armoire, l'ont enfermé et ils l'ont laissé ligoter là-dedans. C'était leur prisonnier, ils le contrôlaient. Je n'avais jamais rien vu de tel. Même pour les vétérans de la police, c'était surprenant. Comment peut-on commettre ces actes? À l'intérieur de l'armoire, on trouve un oreiller et une couverture. L'oreiller a plusieurs impacts de balles. Et il est taché de sang. L'enquêteur sur la scène de crime, Dan Downing, me dit « il est mort là-dedans ». Il pointe du doigt 3 impacts de balles dans l'armoire et me dit « il y a du sang, quelqu'un s'est fait tirer dessus là-dedans ». On retrouve également dans le garage et dans la maison les objets que la famille de M. Bott a déclarés manquants. Tout devient clair désormais. Ce crime semble être un vol, avec une composante sexuelle, et à cela s'ajoutent désormais des éléments de torture. Pourquoi ont-ils gardé Robbie Bott prisonnier? Est-ce que c'est une sorte de jeu sexuel qui a mal tourné? Qu'est-ce qu'ils voulaient? On commence à faire un profil de Maxwell et de McFarland afin de commencer à essayer de les retrouver. Qui sont-ils? Où est-ce qu'ils traînent? Est-ce qu'ils ont des connaissances qui peuvent nous aiguiller? Joshua Maxwell est né à Indianapolis en 1978. Il y a des témoignages différents concernant les difficultés qu'il a rencontrées dans son enfance. Selon sa famille, il a vécu dans un foyer chaleureux. Mais selon d'autres personnes, son beau-père était particulièrement violent et très abusif. Je le connaissais. Si je devais le décrire, je dirais qu'il était pauvre, vivant sous le seuil de pauvreté, et il essayait de survivre. Très tôt dans sa vie, Joshua devient sexuellement actif. Il a un enfant alors qu'il a 13 ans. Il rencontre également des problèmes avec la justice très jeune, avec des atteintes à la propriété et du vandalisme. Joshua Maxwell, devenu adulte, est jugé coupable d'un cambriolage et il passe 3 ans dans une prison de l'Indiana pour ce crime. Il sort en mars 2000. Il a 22 ans et il rencontre Tessie McFarland grâce à sa demi-sœur. Tessie McFarland a le même âge que Joshua Maxwell. Sa vie de famille semble pouvoir être qualifiée de typiquement chaleureuse pour une famille de la région du Midwest ou de n'importe quelle autre région. Elle semble être tout à fait normale et elle est même populaire, c'est une pom-pom girl. Elle est très jolie, elle va à l'école, elle a des amis, elle ne s'attire pas de problèmes. Tout le monde semble l'apprécier. Mais quand elle devient adolescente, elle commence à rencontrer plus de personnes. Et je pense que son amour-propre commence à se baser en grande partie sur la vie des hommes dans sa vie. Tessie tombe enceinte quand elle a 17 ou 18 ans et elle commence à travailler en tant que femme de ménage. Mais elle se met à voler des chèques et elle se fait prendre, donc elle n'a plus un casier judiciaire vierge. Désormais, ses options sont limitées pour trouver du travail, subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant. En 2000, Tessie commence à travailler comme danseuse dans l'un des clubs de striptease de la région. Et par l'intermédiaire de la demi-sœur de Joshua qui y travaille aussi, elle finit par rencontrer Joshua. Je peux pas te filmer nu? Non,
Ok. Quand ils se rencontrent, ils ont 21 et 22 ans. Ils deviennent instantanément, de façon presque explosive, inséparables. Ils passent la majorité du temps ensemble. Ils deviennent véritablement inséparables l'un de l'autre. Ils sont tous les deux jeunes, mais pour ce qui est des expériences de la vie, Joshua est beaucoup plus mature que Tessie. C'est clairement un grand séducteur. Tessie semble apporter à la relation un désir de liberté, d'aventure et une absence de responsabilité. Ils formaient un couple qu'il était difficile d'imaginer durer ou avec une fin heureuse. On demande à Mike Sherfick s'il connaît leur adresse, le véhicule qu'ils conduisent et toutes informations utiles. Il nous donne leur numéro de téléphone et on essaye de le localiser. Mais il n'est plus utilisé. C'est une impasse. On a 2 suspects, mais on ne sait pas où ils sont. On essaye de voir exactement où et quand la carte de M. Bott a été utilisée. On appelle les différents services de renseignement bancaire pour obtenir ces informations et faire un rapport avec lequel on peut poser des questions aux sociétés Mastercard et Visa. On a une personne décédée ici. Est-ce que sa carte est encore utilisée? Voici ces informations. On veut simplement savoir si vous pouvez nous donner le dernier endroit où cette carte a été utilisée. Et on obtient l'adresse des lieux où la carte a été utilisée le 10 et 11 septembre. L'information est cruciale, même si cela date de 2 jours. On essaye de les rattraper et on obtient aussi d'autres preuves sur les événements ainsi que des informations sur leur vie. Avec ça, on peut voir qu'il y a différents magasins où la carte a été utilisée afin d'acheter des produits très chers. L'un de ces endroits est le centre commercial. Les images de la caméra montrent les 3 individus, Robbie Bott, Josh Maxwell et Tessie McFarland, dans le magasin. Tess et Maxwell sont tous les deux très calmes. Ils font du shopping, ils rigolent, ils semblent s'amuser. Comme on peut le voir, M. Bott est en détresse, mais il garde simplement les mains sur le caddie pour le pousser et les suivre dans le magasin. Il y a une chose terrifiante que je n'arrive pas à oublier. Les images de la caméra montrent que Robbie Bott fixe la caméra sur le plafond du magasin et il chuchote les mots « Aidez-moi, aidez-moi ». Ses lèvres bougent, mais il n'y a pas de son. La caméra est la seule à avoir aperçu ça. Il appelle à l'aide pour sa vie, mais sans succès. À cet instant, on sait qui sont les suspects présumés. Tess McFarland et Joshua Maxwell. Leur motif est clairement l'argent. En plus de voler des objets de la maison de M. Bott, ils l'emmènent pour aller faire des achats. Mais on ne connaît pas leur localisation. Maintenant qu'ils sont en fuite, s'ils ont déjà tué, est-ce qu'ils vont recommencer? On envoie donc l'information à tous les services de police du pays que ces 2 individus sont recherchés. Il faut les trouver pour protéger les citoyens. On ne sait toujours pas comment ils ont rencontré Robbie Bott. Mais on apprend grâce à ses relevés téléphoniques et ses amis et collègues que M. Bott a de nombreux rendez-vous avec des femmes différentes. Il aime avoir des expériences sexuelles avec des femmes. Il adore le sexe. Apparemment, M. Bott a répondu à une publicité pour un site de rencontre. Et il a rencontré McFarland et Maxwell. La particularité, c'est que la personne qui répond à cette publicité pour rencontrer Tessie et pour coucher avec elle doit accepter le fait que Maxwell sera présent. Il sera dans la pièce ou à proximité. On trouve des preuves qu'il y a eu une activité sexuelle à un moment dans la maison. On pense également que c'est la raison pour laquelle les draps et d'autres vêtements se trouvaient dans la machine à laver, à cause d'une activité sexuelle. C'est un plan diabolique. Il s'attaque à des personnes qui pensent venir pour avoir des rapports sexuels avec une femme. Et puis soudain, un homme apparaît et la situation s'envenime rapidement. Quand Robbie Bott comprend que c'est en réalité un piège, il est déjà trop tard. Il ne peut plus s'enfuir de cette maison. Il semble que Josh force sa petite amie à se prostituer.
Ils utilisent le charme de Tessie pour attirer des hommes et les contrôler pour les voler. Mais comment cette histoire passe d'un vol à un meurtre? Josh a trouvé, comme l'explique un détective, un pigeon. Il a une belle maison, il possède beaucoup de choses, il vit dans un beau quartier. Ce n'est évidemment pas un crime prémédité. Si McFarland et Maxwell avaient rencontré quelqu'un d'autre qui ne vivait pas dans une aussi belle maison et qui n'avait pas autant d'argent, les choses auraient pu être différentes, mais ce n'est pas le cas. Je pense que Josh manipulait un peu Tessie. Fais-le pour moi, chérie, je t'aime. Pitié, tu ne seras pas blessée. Tu es la seule qui compte à mes yeux. Et on est fait l'un pour l'autre, mais on a besoin d'argent. Il a plein de trucs chez lui. Tu as toujours voulu une belle enceinte, allez. Je sais que Josh est un criminel. Je sais pas de quoi il est capable. C'est surprenant qu'il passe de voleur à meurtrier. Je ne sais pas si Tessie sait comment cela va se terminer. Il contrôle Robbie Bott. Ils le tiennent en joue, ils le séquestrent à Speedway dans l'Indiana, et quand il n'est plus utile, on se débarrasse de lui et on le tue. Et c'est ce qu'ils ont fait. Avec la vague de crimes qu'ils commettent dans l'Indiana, on pense que ça ne sera pas long avant qu'ils ne soient arrêtés lors d'un contrôle routier ou en train de commettre un autre crime. Le 12 octobre 2000, une jeune fille d'environ 12 ans se promène derrière un centre commercial ici à San Antonio et elle découvre le cadavre d'un homme. La police est immédiatement appelée. L'homme était attaché et bâillonné et on l'a exécuté d'un tir dans la tête. Ses mains étaient ligotées dans son dos et son t-shirt était placé autour de ses mains. Donc il ne peut rien faire et il est sans défense. Il y a une blessure par balle au sommet de son crâne et une deuxième blessure par balle sur le corps. Le corps est identifié comme étant celui du sergent Rudy Lopez, qui travaille au bureau du shérif du comté de Bexar comme officier pénitentiaire. Il a 45 ans et il travaille dans la police depuis 15 ans. Ses armes ont disparu et son camion également. Durant l'enquête, la police découvre que plusieurs personnes ont entendu des coups de feu vers 9h ou 10h la veille. Et il y a une salle de karaté à cet endroit. Plusieurs membres avaient prévenu leur instructeur de la présence d'un pick-up couleur dorée garé derrière le centre commercial. Ils ont vu deux individus dans le pick-up, un homme et une femme. Quelques jours après, une voiture sur le parking du centre commercial est envoyée à la fourrière. Et elle était garée là depuis quelques jours. L'officier comprend que c'est le véhicule recherché pour une affaire de meurtre dans l'Indiana. À ce moment-là, il contacte la police d'Indianapolis et il entre en contact avec le capitaine Joel Rush. Le capitaine explique qu'il y a eu un meurtre à Indianapolis sur lequel il enquête et pour lequel il a deux suspects, Joshua Maxwell et Tessie McFarland. Il y a même un avis de recherche pour eux. On apprend qu'un officier pénitentiaire d'un des bureaux du shérif au Texas a rencontré deux individus dans des circonstances similaires à celles de M. Bott, en répondant à une publicité pour faire des rencontres. Puis cet officier se fait tuer. Ce qu'ils ont fait au sergent Lopez, je ne veux pas être morbide, mais ça a pris du temps. Ils l'ont ligoté, ils l'ont bâillonné, et ils l'ont gardé comme ça pendant un moment, avant de le tuer. Je me souviens de l'appel du capitaine Rush. Nos suspects sont au Texas. Ils ont tué un officier de police là-bas, dans des circonstances similaires à Robbie Bott. Je suis dévasté de ne pas avoir empêché ça. Quelqu'un de plus est mort de la main de ces deux-là. Et c'est un policier, donc c'est encore plus difficile. Alors que l'enquête avance, il découvre qu'il y a eu un retrait d'argent depuis un distributeur le jour de sa mort. Avec ça, on obtient une image de la personne qui conduit le camion de Rudy. Ce n'est pas le crime du siècle. Ils ne camouflent pas leurs traces.
Ils ne réfléchissent pas au fait que s'il amène le camion à cet endroit, la police saura que c'est eux. Il y a des preuves partout. La police de San Antonio annonce très rapidement que Tessie McFarland et Joshua Maxwell sont des personnes recherchées pour l'enquête. Ils ne sont pas sûrs que ce sont les meurtriers, mais ils savent que les preuves collent parfaitement et ils ont besoin d'aide pour les trouver parce qu'ils sont en fuite. J'avais l'intuition qu'ils allaient commettre un autre crime simplement parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent. On n'a aucune idée de leur destination ni de leur trajet. Mais on sait qu'au bout du compte, il suffit d'attendre qu'ils apparaissent sur le radar de la police. Parce que l'on connaît leur mode opératoire. Ils commettent des crimes et ils doivent en commettre pour survivre. Josh et Tessie développent leur technique pour commettre un crime n'importe où. Attirer un homme avec des promesses de sexe, puis le forcer à donner tout ce qu'il possède. S'ils tombent sur un problème, ils peuvent le tuer. Et c'est ce qu'ils ont déjà fait 2 fois. La question est, quelle est leur prochaine destination? Ils l'ont fait dans l'Indiana et au Texas. Qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite? Ils n'ont rien à perdre. Je pense qu'ils essayaient de recréer le film Tueur né, avec une virée sanglante à travers le pays. Ils ont volé, ils ont tué et ils ont fait toutes sortes de choses alors qu'ils traversaient le pays. Je pense qu'ils voulaient mourir après leur chant du cygne. Le même jour que les funérailles du sergent Lopez, un policier de San Francisco essaie d'arrêter un pick-up pour excès de vitesse. Il vérifie la plaque et ils se rendent compte que le véhicule est lié à un meurtre à San Antonio. Joshua Maxwell essaie de s'enfuir. Il y a une rapide course-poursuite, puis des coups de feu sont échangés. Joshua Maxwell tire depuis sa fenêtre et il touche le pare-brise de la voiture de police avec 2 officiers à l'intérieur. Mais la poursuite continue. Ils tirent sur des policiers et ils se font tirer dessus. Les pare-brises des voitures sont criblés de balles. C'est le chaos. Tessie est touché au cou. Finalement, le véhicule est arrêté et c'est à ce moment que la police les encercle. Recherchés pour meurtre dans l'Indiana et au Texas, ont été capturés en Californie. Je me sens soulagé, ils ne seront plus un danger. 2 personnes sont mortes, il n'y aura pas de 3e. Je suis sûr qu'il y aurait eu plus de morts, simplement en me basant sur leur mode opératoire jusque-là. Ils ont trouvé un crime qui est efficace et qu'ils maîtrisent. Ils auraient continué d'attirer des victimes s'ils n'avaient pas été appréhendés. Ce sont de véritables prédateurs. Je suis surpris que Josh se soit rendu. Je pensais qu'il irait jusqu'au bout. Il a dit un jour qu'il ne retournerait pas en prison. Et ça peut vouloir dire 2 choses. Je vais me tenir à carreau ou je me ferai pas arrêter vivant. Maxwell et McFarland sont arrêtés. Ils sont à San Francisco et ils sont interrogés par la police de San Francisco. On l'a amené chez lui et puis on a pris tout ce qu'on voulait. D'accord? Et après avoir fait ça, on l'amène au centre commercial. Il nous propose de nous payer ce qu'on veut dans le centre commercial. Nous? Qui était avec toi? Ouais, non, moi et Tess. D'accord? Josh Maxwell avoue être allé chez Robbie Bott pour voler des objets, puis être allé au centre commercial comme on peut le voir sur les caméras. Robbie Bott comprend que s'il ne coopère pas, il met sa famille en danger, parce que Joshua Maxwell et Tess McFarland le menacent. Si tu ne fais pas ce qu'on te dit, on sait où ta famille habite et on va leur rendre une petite visite. Quand on est rentré, je me suis rendu compte de ce qu'on avait fait. Les caméras nous ont vus avec lui. La caméra du distributeur a mon visage. Et c'est à ce moment que je réalise que je ne peux pas le laisser repartir vivant. D'accord. Je le remets au sous-sol. Il me dit « Je sais que je vais mourir, je sais que vous allez me tuer. » Robbie Bott sait qu'il va mourir alors qu'il se trouve dans ce sous-sol.
Il a dû ressentir une grande souffrance d'être aussi impuissant. On ne peut pas appeler à l'aide, on ne peut pas s'échapper, on est sous la menace d'une arme. J'ai tiré 2 fois, une fois dans son visage, et l'autre, c'était vers. Je l'ai touché à la mâchoire et au cou. Je le place dans le coffre. J'asperge l'intérieur du véhicule et le toit. Je l'asperge aussi et puis je sors simplement mon briquet. D'accord. Joshua Maxwell est très loquace sur ce qu'il a fait. Il avoue de nombreuses fois avoir tué Robbie Bott et Rudy Lopez. Joshua n'a absolument aucun remords concernant les crimes qu'il a commis au Texas et dans l'Indiana. Il ne veut pas et il ne va pas mentionner Tessie. Il dit que c'est lui qui a tiré pour tuer quelqu'un. Elle dormait quand j'ai tiré et que je l'ai placée dans le coffre, donc elle le savait même pas. Un accord est conclu avec les procureurs d'Indiana et du Texas. Si M. Maxwell avoue ses crimes et donne suffisamment de détails sur la façon dont la situation a évolué, alors Tess McFarland n'écopera que d'une perpétuité ou d'une peine de prison, et non de la peine de mort. Il dit qu'il menaçait de la tuer si elle allait voir la police ou si elle essayait de s'échapper. Mais ça ne colle pas avec les preuves. En tout cas, c'est l'opinion des enquêteurs, et la mienne. Les images du magasin montrent que c'est presque un jeu pour eux. Ils s'amusent. Tessie et Josh semblent faire des achats. Comme un couple qui regarde des bijoux, qui rigole, et ainsi de suite. Tess est consentante dans cette affaire. Elle a de nombreuses opportunités pour s'échapper. Et M. Maxwell n'aurait pas pu les rattraper. Elle et M. Bott. Elle choisit de ne pas le faire. Tessie maintient son témoignage. Elle se considère comme une victime qui vivait une relation abusive. Mais elle a participé au crime en attirant Robbie Bott dans cette maison. Il n'y a pas de doute. C'est Tessie qui séduit les victimes. Mais elle l'a peut-être fait parce qu'elle voulait désespérément obtenir l'approbation de Josh, quel qu'en soit le prix. Je ne pense pas qu'elle sache comment elle peut s'échapper. Et à cet instant, je ne pense pas qu'elle souhaite s'échapper. Elle dit qu'elle avait peur. Elle avait peur de lui. Elle avait peur de ce qu'il était capable de faire. Et je pense que c'est la vérité, parce que la situation a dégénéré si rapidement. Mais en même temps, c'est elle qui a attiré le sergent Lopez. Elle ne l'a pas fait qu'une fois pour ensuite s'échapper. Parmi les preuves que la police récupère, on trouve des cassettes du couple ayant des rapports sexuels alors qu'ils sont en fuite. C'est écœurant. Ils commettent ces crimes et ils s'amusent ensuite comme pour fêter ces horribles crimes. 2 personnes qui traversent le pays en faisant tout ce qu'ils veulent et tuant quiconque les gêne ou pouvant leur rapporter de l'argent. Il est clair pour nous que Joshua était un danger pour les citoyens. On ne demande rien de moins que la peine de mort. Je travaille au bureau du shérif depuis 27 années, dont 20 en tant qu'enquêteur. Je n'ai jamais vu de crime aussi violent et autant dénué d'humanité. Il y a beaucoup plus de questions que de réponses après tout ça, sur comment ils en sont arrivés à ce point. Avec quel argent ont-ils voyagé de l'Indiana au Texas? Et du Texas à la Californie, comment ont-ils fait? Le plus plausible, c'est que Tessie et Josh ont volé d'autres hommes sur le chemin. Des hommes qui ne souhaitent pas déclarer le crime parce qu'ils sont embarrassés d'être tombés dans un tel piège. La seule différence, c'est que Robbie Bott et Rudy Lopez en sont morts. Après l'arrestation de Joshua Maxwell et de Tessie McFarland, les discussions entre les juridictions ont commencé, entre l'Indiana, la Californie et le Texas, pour savoir où ils seront jugés en premier. Toute la population a fait pression pour que les victimes obtiennent justice.
Finalement, la décision est prise de juger Joshua Maxwell au Texas parce qu'il a plus de chances d'être condamné à mort là-bas. Quand Josh et Tess reviennent à San Antonio, ils sont inculpés et jugés pour meurtre avec circonstances aggravantes. Josh est jugé en premier. Le procès de Josh est particulièrement mouvementé. On a eu une très longue liste de témoins simplement pour présenter les preuves. Je présente la scène de crime dans l'Indiana comme preuve des circonstances aggravantes. Maxwell est très prétentieux et il paraît très arrogant. Il semble fier de ses actions. Dès le jour de mon témoignage, Josh n'a pas arrêté de me fixer du regard. Il bouge ses lèvres ou il pose son poing fermé sur la table. Il essaie de m'intimider, je présume. Mais il ne semble avoir aucun remords pour les crimes qu'il a commis. Les preuves contre Joshua Maxwell sont très nombreuses. Selon mes souvenirs, le jury ressort de sa délibération après seulement 4 ou 5 heures. En 2002, Joshua Maxwell est jugé coupable de meurtre avec circonstances aggravantes et il est condamné à la peine de mort. Pour moi, il est clair que s'il avait pu, il aurait commis d'autres crimes graves. Donc, pour moi, justice était rendue. L'une des choses qui me marque lors du procès, c'est que la famille de Joshua Maxwell est présente. Sa mère et sa sœur qui lui disent « N'oublie pas de prier, on t'aime, on est là pour toi ». Et c'est la particularité de Joshua, il semble bénéficier de ce soutien jusqu'à la fin. 1 an plus tard, Tessie McFarland accepte de plaider coupable et elle est condamnée à la perpétuité. Donc elle pourra demander la liberté conditionnelle en 2040. Après la condamnation de Joshua Maxwell au Texas pour meurtre avec circonstances aggravantes, on prend la décision de les ramener, lui et Tessie, dans l'Indiana, pour qu'ils soient jugés pour les horribles crimes qu'ils ont commis contre Robbie Bott. Après un procès de 3 jours, le jury délibère pendant environ 3 heures et condamne Maxwell pour tous les chefs d'accusation. À Indianapolis, quand Joshua est condamné, il reçoit une peine de 65 ans, une perpétuité en somme. On décide, après cela, d'essayer de faire avouer Tessie McFarland concernant les crimes les plus graves. Je rencontre Joshua Maxwell après sa condamnation dans l'affaire en Indiana. Il faut qu'on fasse ce qu'on appelle une déclaration propre, afin d'obtenir toutes les informations qu'il possède sur ces crimes. Et je vais vous dire, c'est quelqu'un d'intelligent et de dangereux. Je ne comprends vraiment pas comment ce jeune homme, qui ne semble pas stupide, a pu faire des choses pareilles, à moins qu'il ne soit une mauvaise personne. Si Joshua n'avait pas rencontré Tessie McFarland, est-ce qu'il serait devenu un tueur? Et pour moi, la réponse est oui. C'était probablement inévitable pour lui, avec toute la colère qu'il avait en lui et son incapacité à contrôler cette colère. Si Tessie McFarland n'avait pas rencontré Joshua Maxwell, est-ce qu'elle serait devenue une meurtrière? Et ma réponse est non. Selon moi, avec Internet et notre société aujourd'hui, ou avec Facebook et ses applications pour commercer avec des particuliers, si quelqu'un vous dit « Je te vends ça, rejoins-moi dans ce parking », n'y allez pas seul. N'y allez pas. Rejoins-moi, j'habite au fond de cette allée sombre. Non. Suivez votre instinct du danger. Il existe pour une raison. Et une fois sur place, il est déjà trop tard pour reculer. Faites attention. Parce que ce que ces deux-là ont fait, en déplaçant tous ces objets vers la maison de Speedway, ça prend du temps. C'est le genre de choses qu'on ne voit que dans les journaux ou à la télévision, avec une émission spéciale sur 2 inconnus qui commettent une série de crimes à travers le pays depuis 3 jours. Mais eux, ils ont échappé à la police de tout le pays pendant plus d'1 mois. La tragédie, c'est que 2 personnes sont mortes. J'ai discuté avec Joshua Maxwell pendant 1 heure, lors d'une interview de condamné à mort. Durant cette interview, il est vraiment charmant et charismatique. J'avais tout lu sur lui. Il est diabolique,
C'est un monstre. Puis je l'ai rencontré. Et il est capable de charmer une nonne. Les gens veulent voir le mal. Ils veulent penser qu'ils sont capables de le reconnaître, qu'ils ne se feront jamais avoir, qu'ils ne se feront jamais enlever. Mais je vous assure que si vous ne connaissiez pas son passé, vous pourriez être charmé par Joshua Maxwell.